Lorsque mon mari Philippe était mourant, juste avant son dernier souffle, il a serré ma main si fort que ses empreintes sont restées sur ma peau. Ses yeux étaient remplis d'horreur, était-ce de la peur ou de la douleur, je ne sais pas. Il a remué les lèvres, essayant de parler, mais le masque à oxygène couvrait son visage. Je l'ai retiré, j'ai approché mon oreille de ses lèvres. Quoi Philippe? Que dis-tu mon chéri? Le bip des moniteurs déchirait mes oreilles. Les lèvres de Philippe ont bougé, un mot, peut-être deux mots, peut-être une phrase. Mais à ce moment-là, l'infirmière est intervenue, m'a attrapé par le bras. Madame Moreau, le rythme cardiaque devient irrégulier, écartez-vous immédiatement, dit-elle en me poussant en arrière. Même si j'ai résisté, elle était plus forte. 30 secondes. Seulement 30 secondes. Les médecins sont intervenus, ont donné un choc. Mais son cœur n'avait plus de rythme. Une ligne droite est apparue sur le moniteur. 14h47. Philippe Moreau, 70 ans, est décédé. Et je n'ai pas entendu ses derniers mots. Ces mots sont morts sur ses lèvres. Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 68 ans et je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Marseille. Mon mari m'a dit quelque chose en mourant, mais aucun son n'est sorti, je n'ai pas entendu. Et en essayant d'apprendre ces mots, j'ai découvert le secret le plus sombre de ma vie et quand je l'ai appris, je ne pouvais plus me contenir. Je suis entrée dans une bataille solitaire que personne ne croyait. Même mes enfants m'ont abandonnée. Mais maintenant, avant de commencer l'histoire, j'ai une petite demande. Likez cette vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Madeleine, et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de chaque femme qui reste seule, de chaque personne trahie, de chaque personne qui se bat. Et votre histoire pourrait être comme ça un jour. Alors vous comprendrez. J'ai rencontré Philippe il y a 42 ans, à l'automne 1982. J'étais une jeune bibliothécaire de 26 ans, je travaillais à la bibliothèque de l'Alcazar dans la vieille ville de Marseille. Philippe avait 28 ans, c'était un jeune avocat fraîchement diplômé. Il venait de commencer à travailler dans un cabinet d'affaires, Devreux et Associés, le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville. La première fois que je l'ai vu, il se tenait dans la section littérature française. Il tenait le livre « Les fleurs du mal » de Baudelaire. Il m'a posé cette question. « Mademoiselle, pensez-vous que Baudelaire fait vraiment l'éloge du mal, ou extrait-il la beauté du mal ?» Cette question m'a impressionnée. Parce que la plupart des hommes venaient à la bibliothèque avec des poésies romantiques. Mais Philippe parlait du mal. De l'obscurité. Comme s'il voulait comprendre les ténèbres. Je pense, dis-je, que pour Baudelaire, le mal et la beauté sont les deux faces d'une même médaille. L'un ne peut être compris sans l'autre. Philippe a souri. Ce sourire fut le début d'un amour qui durerait 42 ans. Ou c'est ce que je croyais. Il me traitait très bien. Il avait des manières romantiques. Il visait à voler mon cœur et faisait tout ce qu'il pouvait, j'étais très heureuse avec lui, il n'y avait que lui à mes yeux, bien sûr plus tard. Nous nous sommes mariés en 1984. Nous avons fait un petit mais élégant mariage à la basilique Notre-Dame de la Garde. Sur la colline qui surplombe toute la ville de Marseille, dans ce magnifique édifice face à la mer. Philippe était si beau en smoking blanc que j'ai encore le cœur serré quand je regarde nos photos de mariage. Nous avons loué un appartement de 85 mètres carrés donnant sur le Vieux-Port. De la fenêtre, on voyait la Méditerranée, chaque matin nous nous réveillions avec le cri des mouettes. En 1986, notre fils Laurent est né, c'était une famille. Philippe progressait rapidement dans son travail. Il s'était spécialisé dans le droit des sociétés, il était conseiller de grandes entreprises. Il gagnait bien sa vie, très bien. En 1995, nous avons vendu l'appartement du Vieux-Port et acheté une villa de 180 mètres carrés en bord de mer dans le quartier d'Andoum. Elle avait un jardin, une piscine, les enfants étaient heureux. Je continuais à travailler à temps partiel. La bibliothèque était ma passion. Mais je consacrais aussi du temps aux enfants. Laurent prenait des cours de piano, Sophie faisait de la danse. Le week-end, nous faisions des pique-niques en famille, nous partions en randonnée. C'était une famille heureuse. Tout le monde le disait. Ah Madeleine, tu as tellement de chance, tu as un mari parfait, des enfants parfaits, disaient les voisins. Et je le croyais. Pendant 40 ans, je l'ai cru. Philippe a toujours été travailleur. Il quittait la maison à 7h30 du matin, rentrait à 21h le soir. Parfois, il restait au bureau jusqu'à minuit. Il travaillait aussi le week-end. Mes clients me font confiance Madeleine, si je perds un procès, ma réputation est finie, disait-il. J'étais une épouse compréhensive. Bien sûr chérie, tu fais un travail très important, disais-je. Mais en regardant en arrière, il y avait des signes. Petit,
des signes que j'ai ignorés. Quand des messages arrivaient sur son téléphone, il fermait immédiatement l'écran. Les informations des clients sont confidentielles, Madeleine, disait-il. Certains soirs, il disait « J'ai un dîner d'affaires », il rentrait parfumé. Du parfum de femme. C'était une cliente femme, elle m'a remercié en m'embrassant, disait-il. Je le croyais. Certains week-ends, il disait « J'ai une conférence », il partait. Il ne revenait pas pendant 2 à 3 jours. Il envoyait des photos de l'hôtel, salle de réunion, salle de séminaire. Je le croyais. Je le croyais parce que j'avais confiance en Philippe. Pendant 40 ans, je pensais qu'il ne m'avait jamais menti. Vous, spectateurs, dites-moi, même s'il y a du travail, auriez-vous permis qu'il reste 2 à 3 jours? Mais ces 2 dernières années, quelque chose avait changé. Philippe était devenu plus tendu, plus distant. Ses yeux étaient cernés, ses traits s'étaient affaissés. Il avait perdu du poids, 10 kilos, peut-être plus. À minuit, il se tournait et se retournait dans le lit, parfois il se réveillait, allait à la salle de bain, se lavait le visage. « Tu es malade, Philippe, va voir un médecin, disais-je. C'est juste un procès stressant, Madeleine, ça passera, disait-il. Mais ça n'est pas passé. C'est devenu encore pire. L'année dernière, en septembre 2023, il est tombé gravement malade. Essoufflement en montant les escaliers, douleur thoracique. Nous avons appelé une ambulance. Il a été emmené à l'hôpital La Timone. Il avait une crise cardiaque, légère mais dangereuse. Les médecins ont fait des tests. Résultat, insuffisance cardiaque avancée. Artères coronaires bouchées, muscles affaibles. Y a-t-il une chance de greffe? Ai-je demandé au médecin. L'âge est un peu avancé, mais nous pouvons essayer, a dit le docteur Blanchard. Mais nous devons d'abord stabiliser sa condition, commencer un traitement médicamenteux. Philippe ne voulait pas de greffe. Non, Madeleine, je suis fatiguée maintenant. J'ai vécu, j'ai vu, ça me suffit. J'étais choquée. Que dis-tu, Philippe? Tu n'as que 70 ans, tu as encore des années. Ne veux-tu pas voir tes petits-enfants? Laurent n'était pas encore marié, mais Sophie avait une fille, Amélie, 3 ans. Philippe l'aimait beaucoup. Je veux les voir, bien sûr, a dit Philippe. Mais Madeleine, je suis très fatiguée. J'ai porté trop de fardeaux. Je veux me reposer maintenant. C'était une conversation étrange. Il avait dit fardeau. Quel fardeau? Le travail? La famille? Quoi? Un jour, à l'hôpital, quand nous étions seuls, il a pris ma main. Il m'a regardé dans les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes. Madeleine, dit-il, je n'ai pas été un bon mari pour toi. Que dis-tu? Dis-je. Tu es un mari formidable. Non, dit-il. Je ne suis pas formidable. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai caché beaucoup de choses de toi. Mais sache que je t'ai toujours aimé. Toujours. C'est la vérité. J'avais une inquiétude intérieure, mais j'ai pensé que Philippe était malade, stressé, sous l'effet des médicaments. Je sais que tu m'aimes aussi, chérie, dis-je. Maintenant concentre-toi sur ta guérison. Pendant 3 mois, il a été traité à la maison. J'ai pris ma retraite de la bibliothèque pour m'occuper de lui. Chaque jour je lui donnais ses médicaments, je faisais attention à son régime, je le faisais marcher. En mars, son état s'est soudainement aggravé. Il a eu une crise cardiaque, il a été réadmis à l'hôpital. Cette fois c'était plus grave. Le dernier jour, 14 mars 2024, jeudi. Laurent et Sophie étaient aussi venus. Philippe était en soins intensifs, endormi par les médicaments. L'après-midi à 14h30, il a ouvert les yeux. Il m'a vu. Madeleine, dit-il, si faible qu'on l'entendait à peine. Je suis là, Philippe, je suis avec toi, dis-je. J'ai tenu sa main. Madeleine, je dois te dire quelque chose. Dit-il. Mon cœur battait plus vite. Dis Philippe, dis ce que tu veux dire. Je lui ai donné de l'eau pour humidifier ses lèvres. Il a avalé. Il a essayé de parler. Madeleine, s'il m'arrive quelque chose, au bureau, dans le dossier, tout. Sa voix s'est coupée. Il ne pouvait pas respirer. J'ai mis le masque à oxygène. Philippe, repose-toi, nous parlerons plus tard. Non, dit-il, d'une voix étouffée par le masque. Je dois le dire maintenant, parce qu'il n'y a pas de temps. Alors il a serré ma main si fort que j'ai eu mal. Il m'a tiré vers lui. J'ai approché mon oreille de ses lèvres. Ses lèvres ont bougé. Il a essayé de faire un son. Un mot, 2 mots. Attention, EMP. Mais à ce moment-là,
les moniteurs ont commencé à sonner comme des fous. Les infirmières ont couru. Madame, écartez-vous s'il vous plaît. Ils m'ont poussé en arrière. Les médecins sont intervenus. Ils ont donné un choc. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais le rythme cardiaque n'est pas revenu. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai pleuré. D'un côté, l'homme qui avait été père pendant des années, mon mari, aujourd'hui à son dernier souffle, au lieu de me dire qu'il m'aimait, essayait de réparer quelque chose. 14h47. La fin de la vie. Le certificat de décès a été signé. Philippe Moreau, 70 ans, décédé d'insuffisance cardiaque. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard, lundi 18 mars. À l'abbaye Saint-Victor, la plus ancienne église de Marseille. C'était le souhait de Philippe, il avait écrit dans son testament. 200 personnes sont venues. Les collègues de Philippe, avocats, juges, procureurs. Ses clients, riches hommes d'affaires, propriétaires d'entreprises. Ses anciens amis, de la faculté, du service militaire. Tout le monde a parlé. Philippe Moreau était un avocat honnête, ont-ils dit. Philippe Moreau était un homme honorable, ont-ils dit. Philippe Moreau était un père exemplaire qui aimait sa famille et prenait soin de ses enfants, ont-ils dit. Laurent pleurait silencieusement. Sophie sanglotait. Moi, je me tenais là. Je regardais encore fixement, je suis restée seule mais avec un grand secret. Parce que je ne connaissais pas les derniers mots de Philippe. Attention, EMP. Qu'est-ce que cela voulait dire? Empoison? Empoisonment? Quoi? Cette question tournait dans ma tête. Pendant les funérailles. Quand ils l'ont mis dans la tombe. Quand nous sommes rentrés à la maison. Laurent et Sophie sont restés quelques jours. Nous avons rassemblé les affaires de Philippe. Nous avons vidé sa garde-robe, costume, chemise, cravate. Tout est allé à une association caritative. Nous avons classé les livres. Livres de droit, romans, livres de poésie. Le livre « Les fleurs du mal » de Baudelaire était toujours sur l'étagère. Le livre qu'il tenait le jour où nous nous sommes rencontrés. Je l'ai ouvert. Il y avait une note sur la première page, de l'écriture de Philippe, pour Madeleine, la femme qui extrait la beauté du mal. Mes larmes ont coulé en lisant cette note. J'étais amoureuse, l'homme qui m'a appris l'amour n'était plus dans ma vie et m'a laissée seule avec un grand secret. Un jour, Sophie a demandé « Maman, papa avait-il une assurance vie ?» Je ne sais pas, ai-je dit. Nous devons regarder les dossiers du bureau. Le bureau de Philippe était à la maison, la pièce du bas. Il le gardait toujours fermé à clé. Confidentialité client, disait-il. Les documents sont très sensibles, que personne n'entre. J'ai trouvé la clé, parmi les effets personnels de Philippe. J'ai ouvert la porte. Après être entré, mon cœur battait irrégulièrement. Parce que c'était l'espace privé de Philippe. En 42 ans de mariage, j'étais peut-être entré 5 fois dans cette pièce. Toujours avec la permission de Philippe. Le bureau était en ordre. L'ordinateur était éteint. Le classeur était verrouillé. Tout était si ordonné, si stérile, comme si personne ne l'utilisait. J'ai ouvert les tiroirs du bureau. Premier tiroir, stylo, papier à notes, carte de visite. Deuxième tiroir, documents, contrats, papier judiciaire. Le troisième tiroir était verrouillé. Pas de clé. Laurent, ai-je appelé. C'est verrouillé, pouvons-nous l'ouvrir? Laurent est venu. Il a regardé les tiroirs. Nous devons le forcer, je pense. Nous avons trouvé un tournevis. Nous avons forcé la serrure. Nous avons ouvert le tiroir. Et ce que j'ai vu a détruit ma vie. Dans le tiroir, il y avait un téléphone portable. iPhone, ancien modèle, noir. Ce n'était pas le téléphone de Philippe. Philippe utilisait un Samsung noir. C'était un autre téléphone. Un téléphone secret. Avec des doigts tremblants, j'ai pris le téléphone. J'ai appuyé sur le bouton d'allumage. L'écran s'est allumé. Pas de mot de passe. L'écran d'accueil s'est ouvert. Il n'y avait que 2 applications, messages et photos. J'ai cliqué sur messages. Il y avait un nom en haut de la liste, Céline Cœur Rouge. Mon cœur battait si vite que ma tête tournait. J'ai ouvert le premier message. Mon amour, pouvons-nous nous voir ce soir? Tu me manques tellement. Céline, 2 mars 2024. Chérie, le dîner d'hier soir était merveilleux. C'est si beau d'être avec toi. Céline, 27 février 2024. Philippe, je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Céline, 14 février 2024.
Date du 14 février. Saint Valentine. Il y a un mois. Quand Philippe était à l'hôpital. Pendant que je prenais soin de lui donnais ses médicaments, tenais sa main, il écrivait « Je t'aime » à cette femme. Mes mains tremblaient tellement que le téléphone allait presque tomber. J'ai ouvert l'application photo. Première photo, Philippe et une jeune femme. Dans la quarantaine, blonde, yeux bleus, belle. Ils sont assis ensemble dans un restaurant. Philippe sourit. Il a l'air si heureux que je ne l'avais pas vu comme ça depuis 10 ans. Deuxième photo, la même femme, dans un hôtel. En peignoir, cheveux mouillés, souriante. Troisième photo, Philippe et la femme, sur la plage. Coucher de soleil. La femme est dans les bras de Philippe. Les dates, ça commence en juin 2022. 2 ans. Pendant 2 ans Philippe était avec cette femme. Le téléphone est tombé de ma main. Au ralenti, comme s'il tombait au ralenti. Il est tombé par terre, l'écran s'est fissuré. Je me suis aussi effondrée par terre. Mes genoux ne me soutenaient plus. Je me suis assise par terre, j'ai appuyé mon dos contre le mur. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine était serrée. Le sang n'allait pas à mon cerveau. Laurent a ramassé le téléphone par terre. Il a regardé. Son visage est devenu tout blanc. Maman, c'est papa. Sophie est entrée dans la pièce à ce moment-là. Que s'est-il passé? Maman, vas-tu bien? Papa. Laurent ne pouvait pas parler. Papa, avec une autre femme. Sophie a pris le téléphone. Elle a regardé les photos. Elle a lu les messages. Sa couleur a disparu. Il y a eu un long silence. Puis j'ai parlé. Ma voix ressemblait à celle de quelqu'un d'autre. 42 ans. 42 ans de mariage. 2 enfants. Une vie. Et les 2 dernières années, tout était mensonge. Sophie a fermé le téléphone. Elle m'a regardée. Et elle a dit la chose la plus inattendue. Maman, peut-être que c'est un malentendu. J'ai levé la tête. Quoi? Peut-être que ce téléphone n'appartient pas à papa. Peut-être qu'il appartient à un client, papa le garde, peut-être. Je n'en croyais pas mes oreilles. Que dis-tu, Sophie? Tu as vu les photos. Les photos de papa. Mais maman, dit Sophie, sa voix tremblant. Papa ta mate. Papa était un homme bien. Ça n'a pas de sens. Peut-être Photoshop, peut-être faux. Laurent a aussi été d'accord. Mais il y avait de l'indécision dans sa voix. Maman, peut-être Sophie a raison. Papa t'a été fidèle pendant 42 ans. Pourquoi maintenant, à 70 ans, pourquoi tromperait-il? La colère montait en moi. Pourquoi? Parce qu'il a trompé. Les preuves sont devant vous. Êtes-vous aveugle? Maman, tu es en état de choc, a dit Sophie. Papa vient de mourir. Tu es triste, fatigué. Peut-être que tu interprètes mal. Ces mots m'ont déchiré. J'interprète mal? Je vois de mes propres yeux. Je tiens de mes propres mains. Laurent s'est approché, a pris ma main. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Notre monde s'est aussi effondré maintenant. Mais penser comme ça de papa, c'est très difficile. Peut-être qu'il y a une explication logique. Quelle explication? Ai-je crié. Quelle explication logique? Dites-moi. Mais aucun d'eux ne pouvait répondre. Ce soir-là, Laurent et Sophie sont allés à l'hôtel. Maman, repose-toi, demain nous parlerons calmement, ont-ils dit et ils sont partis. Ils m'ont laissé, seule, dans cette grande maison vide et silencieuse. Avec le téléphone secret de Philippe. Je me suis assise dans le salon. Dans l'obscurité. Dehors, on entendait le bruit de la mer. Les mouettes pleuraient. J'ai pris le téléphone. J'ai relu les messages de Céline. Le dernier message datait du 10 mars. Philippe chéri, comment vas-tu? Es-tu sorti de l'hôpital? Je m'inquiète beaucoup pour toi. S'il te plaît, donne des nouvelles. Philippe n'avait pas répondu. Parce que le 10 mars, il était dans le coma. J'ai trouvé le numéro de Céline. J'ai levé ma main pour appeler. Attends, me suis-je dit. Que fais-tu? De quoi vas-tu parler avec cette femme? Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné plusieurs fois. Mon cœur résonnait dans mes oreilles. Puis une voix de femme, allô? J'ai pris une respiration. Céline. L'autre côté a hésité. Un long silence. Qui appelle? Je suis Madeleine. Madeleine Moreau. La femme de Philippe.
J'ai entendu un souffle coupé. Long, très long silence. Puis Céline a parlé. Sa voix tremblait. Madame, je suis vraiment désolée. Je suis tellement désolée pour Philippe. Mes condoléances. Elle semblait vraiment désolée. Vous. Les mots se nouaient dans ma gorge. Vous étiez avec Philippe. Silence. Puis, oui. Un seul mot. Mais ce mot a détruit 42 ans de mariage. Episode 2. Depuis quand? Ai-je demandé. 2 ans, a dit Céline. Depuis juin 2022. Vous l'aimiez? Oui. La réponse était nette. Oui madame, j'aimais Philippe. Et il m'aimait. La colère bouillonnait. C'était mon mari. Je sais. La voix de Céline s'est élevée. Je sais madame. Et moi aussi au début. Mais Philippe m'a dit, il a dit que vous ne l'aimiez plus, que le mariage était fini, que vous n'étiez mariés que sur le papier. Mensonge. Ai-je crié. Je l'aimais. Je l'ai aimé pendant 42 ans. Céline a commencé à pleurer. Je suis désolée madame. Je ne savais pas. Philippe avait dit ça. J'allais raccrocher. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait une question dans ma tête. Céline, ai-je dit. Philippe vous a-t-il dit quelque chose dans ces derniers jours? Quelque chose d'étrange, qu'il avait peur. Les sanglots de Céline se sont arrêtés. Oui. Oui, il a dit. La semaine dernière, avant l'hôpital, nous nous étions rencontrés. Il était très stressé, très effrayé. J'ai dit, Philippe, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, quelqu'un me suit. Quelqu'un veut me tuer. Je pensais que c'était une blague, mais il était sérieux. Le sang s'est figé dans mes veines. Me too. Oui. Et il m'a dit autre chose. Il a dit, s'il m'arrive quelque chose, dis-le à Madeleine. Qu'elle regarde mes dossiers. Elle comprendra tout. J'ai raccroché. Qu'elle regarde mes dossiers. Philippe avait dit la même chose avant de mourir. Au bureau, dans le dossier, tout. J'ai couru au bureau de Philippe. J'ai ouvert le classeur. Il y avait des dizaines de dossiers à l'intérieur. Avec des noms de clients, Dubois, Martin, Bernard. Tout en bas, il y avait un dossier. Sur l'étiquette était écrit « Privé, ne pas toucher ». Je l'ai ouvert. Il y avait des rapports médicaux à l'intérieur. Logo de l'hôpital La Timone. Date, septembre 2023, une semaine avant que Philippe ait sa crise cardiaque. J'ai regardé le rapport. Résultat d'analyse de sang. J'ai lu. Et je suis resté figé. Niveau élevé de digoxine détecté dans le sang. Suspicion d'intoxication au glycoside digitalique. Intervention urgente recommandée. Digoxine. Médicament pour le cœur. Mais à haute dose, un poison. Philippe avait été empoisonné. Quelqu'un lui donnait du poison. Quelqu'un essayait de le tuer. Et cette personne avait réussi. Le matin, le soleil s'est levé à 6h17. Je le sais parce qu'à ce moment-là, j'étais encore assise dans le bureau de Philippe, regardant la Méditerranée par la fenêtre, le soleil se levait lentement de l'horizon. La lumière dorée a rendu la mer orange, puis rose, puis bleue. C'était une belle vue. Mais je ne la voyais pas. J'avais le rapport d'empoisonnement dans la main. Je l'avais lu toute la nuit, encore et encore. Jusqu'à mémoriser les mots. Niveau de digoxine dans le sang, 4,2 ng, ml. Playtep Rapid 052 0NR ml. Niveau toxique, au-dessus de 2,0 ng, ml. Intervention urgente recommandée. 4,2. 8 à 10 fois la dose normale. Dose mortelle. La digoxine était le médicament que Philippe prenait chaque jour. Pour sa maladie cardiaque. Au petit déjeuner, comprimé de 0,25 mg. C'est moi qui le lui donnais, avec un verre d'eau. Prends chérie, n'oublie pas ton médicament, disais-je. Mais quelqu'un ajoutait trop de digoxine à ce médicament. Peut-être qu'il vidait le comprimé et le remplissait avec plus. Peut-être qu'il le donnait par un autre moyen. Et Philippe s'empoisonnait lentement. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Il avait des symptômes. Ces 6 derniers mois, il était constamment fatigué. Ses yeux étaient cernés, ses traits s'étaient affaissés. Il avait des nausées, le matin, il mangeait à peine son petit déjeuner, j'ai la nausée disait-il. Il avait des vertiges. Parfois en marchant, il perdait l'équilibre, s'accrochait au canapé. J'avais pensé, symptômes de maladie cardiaque.
Les médecins disaient la même chose. Mais en fait, c'étaient des symptômes d'empoisonnement. Et je n'avais rien remarqué. Sa femme de 42 ans, la femme à ses côtés chaque jour, n'avait rien vu. À 8 heures, le téléphone a sonné. Laurent. Bonjour maman, comment vas-tu? Ma voix ne sortait pas. Ma gorge était nouée. Maman? Tu es là? Je suis là, ai-je dit, d'une voix étouffée. Maman, j'ai réfléchi hier soir. Peut-être que tu as raison, peut-être que ce téléphone était vraiment à papa. Peut-être qu'il avait une maîtresse. Mais le meurtre? Maman, c'est trop. Je pense qu'au lieu d'aller à la police. Viens ici, ai-je coupé. Viens maintenant. Amène aussi Sophie. Je vais vous montrer quelque chose. Maman, je dois aller au travail. Maintenant. Ai-je crié. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. À 9h43, ils sont arrivés. Tous les deux ensemble. Laurent était en costume, il allait aller au travail. Sophie était en tenue de sport, elle allait aller à son cours de yoga. Des vies normales de gens normaux. Ils avaient perdu leur père, mais la vie continuait. Ma vie ne s'était pas arrêtée. Parce que j'avais appris la vérité. Nous nous sommes rencontrés au bureau. Laurent et Sophie sont entrés, ils m'ont regardé. Mes cheveux étaient en désordre, mes yeux étaient gonflés. Je n'avais pas dormi de la nuit. Maman, tu n'as pas l'air bien, a dit Sophie avec inquiétude. Asseyez-vous, ai-je dit. Ils se sont assis. J'ai tendu le rapport. Regardez. L'analyse de sang de votre père. Septembre 2023. Une semaine avant sa crise cardiaque. Laurent a pris le rapport. Ses yeux ont parcouru les lignes. Ses sourcils se sont froncés. Toxicité à la digoxine, a-t-il lu. 4,2 NR, ml. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre père a été empoisonné, ai-je dit. J'ai prononcé chaque mot clairement. Quelqu'un lui donnait trop de digoxine. Lentement, jour après jour. Dose mortelle. Sophie a pris le rapport. Elle a lu. Son visage a pâli. Mais, a-t-elle dit. Mais papa ne s'est pas fait soigner. Il a eu le rapport, mais il n'est pas allé voir le médecin. Pourquoi? Je ne sais pas, ai-je dit. Peut-être qu'il avait peur. Peut-être qu'il savait qui c'était. Laurent a secoué la tête. Maman, ça n'a pas de sens. Si papa savait qu'il était empoisonné, pourquoi ne va-t-il pas à la police? Pourquoi reste-t-il silencieux? C'est exactement ce que j'enquête. Ai-je dit. Mais j'ai besoin de votre aide. Nous devons aller à la police, demander une enquête. Sophie a frappé sur la table. Maman hâte. Arrête une minute. Tu as appris que papa avait une maîtresse, maintenant tu as trouvé ce rapport et tu as construit une histoire dans ta tête. Papa a été assassiné. Mais maman, il n'y a pas de preuve. Seulement un rapport d'il y a 6 mois. Ce rapport est une preuve. Ai-je crié. Non. A dit Sophie, sa voix montait. Ce rapport, si papa ne s'est pas fait soigner, c'était peut-être un mauvais test. Peut-être une erreur de laboratoire. Peut-être autre chose. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Mais le meurtre? Maman, papa avait 70 ans, il avait une maladie cardiaque, il est mort. Mort naturelle. Laurent est intervenu. Il a pris ma main. Il a adouci sa voix. Maman, regarde-moi. Je t'aime. Sophie t'aime aussi. Mais tu es dans un état très fragile en ce moment. Papa est mort, c'est assez difficile. Puis tu as trouvé ce téléphone, tu as appris qu'il avait une maîtresse, ça t'a détruite. Maintenant tu trouves ce rapport et dans ta tête tu construis un scénario de meurtre. Je ne construis pas de scénario. Je vois les faits. Non maman, a dit Laurent. Il y avait de la pitié dans ses yeux. Et cette pitié m'a déchirée. Tu es en état de choc. Tu vis un traumatisme. Les gens dans ces situations pensent à des choses étranges. Vous ne me croyez pas? Ai-je demandé. Ma voix s'est brisée. Ils se sont regardés l'un l'autre. Silence. Puis Sophie a parlé. Maman, si tu vas à la police, ils ne te prendront pas au sérieux. Parce que papa a été incinéré, il ne peut pas y avoir d'autopsie. Il n'y a qu'un rapport d'il y a 6 mois, pas d'autres preuves. Et toi, tu as parlé à la maîtresse de papa, tu as l'air d'avoir perdu la tête. Perdu la tête. Je me suis levée d'un bond. Je n'ai pas perdu la tête. Je suis parfaitement saine. Maman, s'il te plaît, assieds-toi, a dit Laurent. Tu es en colère maintenant. Nous comprenons. Mais écoute,
Je t'ai pris un rendez-vous demain. Dr. Fontaine. Un bon psychiatre. Tu vas juste parler, il ne prescrira pas de médicaments, parle juste avec lui. Je me suis figée quand il a dit ce mot. Psychiater. Oui, maman. Parce que tu as vécu un traumatisme. Il te faut une aide professionnelle. J'ai reculé. Je les ai regardés. Mes propres enfants. Et j'ai vu. Ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que j'étais malade. Sortez, ai-je dit doucement. Maman. Sortez, ai-je crié. Sortez de ma maison. Immédiatement. Sophie s'est levée en larmes. Maman, essaie de nous comprendre aussi. Partez. J'ai ouvert la porte. Partez et ne revenez plus. Ils sont partis. J'ai claqué la porte derrière eux. Et je suis restée seule. Comment peuvent-ils ne pas me croire? Je leur dis ce que j'ai vu, les faits, comment ne comprennent-ils pas? Ils me voient comme la seule coupable parce que... Ce jour-là, dans le salon, par terre, je me suis effondrée. J'ai pleuré. J'ai sangloté. Ce que mes enfants m'avaient dit m'est revenu à l'esprit, j'étais encore plus triste, je ne pouvais pas me lever. 42 ans de mariage, mensonge. 2 enfants, ne me crois pas. Philippe est mort, le meurtrier est libre. J'étais seule. Mais ce soir-là, j'ai arrêté de pleurer. Je me suis levée. Je me suis lavé le visage. Et j'ai pris une décision. Si personne ne me croyait, je trouverais le meurtrier moi-même. D'abord, j'ai fait des recherches sur la digoxine sur Internet. J'ai appris chaque détail. Digoxine, un glycoside obtenu de la plante digitale. Ralentit et renforce le rythme cardiaque. Utilisé pour l'insuffisance cardiaque et l'arythmie. Dose thérapeutique, une fenêtre très étroite. Le niveau sanguin doit être entre 0,5 à 2,0 ng/ml. En dessous c'est inefficace, au-dessus c'est toxique. Symptômes d'empoisonnement. Nausées, vomissements. Vertiges. Travels de la vision jaunâtre. Fatigue, faiblesse. Troubles du rythme cardiaque. Dans les cas avancés, arrêt cardiaque. Philippe avait tous les symptômes. Ces 6 derniers mois, il les avait tous vécus. Méthode d'empoisonnement, lentement, avec de petites doses. Donner un peu plus de digoxine chaque jour. Le corps accumule, le niveau sanguin monte, les symptômes commencent. Mais qui pouvait donner? Qui pouvait accéder aux médicaments de Philippe? Moi. C'est moi qui donnais chaque matin. Je prenais dans la cuisine, je tendais avec de l'eau. Mais ce n'était pas moi. Je ne tuerais pas mon propre mari. Les enfants. Laurent et Sophie restaient parfois à la maison, ils pouvaient accéder aux médicaments de Philippe. Mais non. Mes propres enfants ne peuvent pas être des meurtriers. Céline. La maîtresse. Peut-être que Philippe restait chez elle, peut-être qu'il prenait ses médicaments là-bas. C'était logique. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé Céline. Allô. Céline, c'est encore Madeleine. Silence. Madame, que voulez-vous? J'ai besoin de vous voir. Urgent. À propos de la mort de Philippe. Je ne sais pas si c'est approprié. S'il vous plaît Céline, ai-je dit. J'ai adouci ma voix. Je ne veux pas me battre avec vous. Philippe a été assassiné. Je le sais. Et peut-être que vous savez quelque chose. S'il vous plaît, aidez-moi. Long silence. D'accord, a finalement dit Céline. Demain. Au Café des Arts sur le Vieux-Port. 15 heures. Le lendemain, j'étais devant le café à l'heure exacte. Bord de mer, les mouettes volaient, les bateaux se balançaient. C'était une belle vue, mais j'étais bouleversée. Céline est arrivée. Je l'ai vue de loin, ses cheveux blonds flottaient au vent. Elle portait des lunettes de soleil. Elle portait une robe élégante. 42 à 43 ans, jeune, belle. Philippe m'avait quittée pour elle. Sa vieille femme, pour la jeune maîtresse. Quand elle m'a vue, elle a hésité. Puis elle s'est approchée, s'est assise. Madame Moreau, a-t-elle dit. Madeleine, ai-je dit. Appelez-moi Madeleine s'il vous plaît. Le serveur est venu. Nous avons toutes les deux commandé un café. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que le serveur parte. Les cafés sont arrivés. Céline a regardé la tasse, l'a remuée, n'a pas bu. Ses mains tremblaient. Madeleine, a-t-elle finalement dit. Je suis vraiment désolée. Je sais, j'ai fait quelque chose de mal. J'étais avec un homme marié. Je suis entrée dans votre famille. Mais s'il vous plaît sachez que
J'aimais vraiment Philippe. C'était de l'amour. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ai-je demandé. Ma voix était froide. Au travail, a dit Céline. Je suis conseillère financière au Crédit Marseillais. Notre banque consultait le cabinet d'avocats de Philippe. En juin 2022, nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion. Philippe a fait une présentation sur le droit des fusions d'entreprises. C'était très impressionnant. Puis pendant la pause café, nous avons commencé à parler. Elle a fermé les yeux, s'est souvenue. Philippe était différent. Pas comme les autres hommes. Intelligent, cultive, jaunty. Il citait Baudelaire, Rimbaud. Je suis passionnée de littérature, nous avons beaucoup parlé. Puis quelque chose s'est passé entre nous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? À propos de moi? Céline a baissé la tête. Elle avait honte. Il a dit que votre mariage était fini. Que vous ne lui parliez plus, que vous dormiez dans des chambres séparées. Que vous pensiez à divorcer, mais que vous attendiez parce que les enfants n'étaient pas adultes. Il a dit qu'il n'y avait plus d'amour, seulement l'habitude. La colère bouillonnait en moi. Tout mensonge. Nous dormions dans la même chambre. Nous étions heureux. Nous nous disions « je t'aime » tous les jours. Je sais, a dit Céline. Il y avait des larmes dans ses yeux. Je comprends maintenant. Philippe m'a menti. Peut-être pour se justifier, peut-être pour apaiser sa conscience. Mais à l'époque, j'y avais cru. Je voulais y croire. J'ai bu mon café. Il était amer, je n'avais pas demandé de lait. Céline, ai-je dit. Qu'est-ce que Philippe vous a dit ces derniers jours? À propos de l'empoisonnement. Céline a sorti un mouchoir, s'est essuyé les yeux. Le 8 mars, c'était notre dernière rencontre. Philippe avait l'air très mal, il avait maigri, il était essoufflé. J'ai dit, Philippe, tu es malade, tu dois voir un médecin. Il a dit, j'y suis allé. Tu sais ce que j'ai appris? Quelqu'un m'empoisonne. Mon cœur battait plus vite. Je me suis penchée en avant. Qu'avez-vous dit? J'étais choquée bien sûr. J'ai dit, quoi? Qui? Il a dit, digoxine. C'est sorti dans mon analyse de sang. Quelqu'un met trop de digoxine dans mes médicaments. J'ai dit, va à la police tout de suite. Il a dit, je ne peux pas. Pourquoi n'y est-il pas allé? Parce qu'il a dit, je sais qui c'est. C'est quelqu'un de très proche de moi. Si je vais à la police, tout sera révélé. Mes secrets seront révélés. Toi tu seras révélé. Ma famille sera détruite. Je suis restée figée. Il savait qui c'était? Il l'a dit? Non. Il a juste dit, quelqu'un de très proche de moi. Puis il a ajouté, s'il m'arrive quelque chose, et ça arrivera, je le sens, dis-le à Madeleine. Dis-lui de chercher. Tout est dans mon bureau, dans les dossiers. Elle trouvera. Autre chose? Un nom, un indice. Céline a réfléchi. Elle a siroté son café. Il a dit autre chose. Tout a commencé à cause de ce maudit procès. Si j'avais gagné ce procès, peut-être que rien ne serait arrivé. Mais j'ai perdu. Et maintenant je paie le prix. Mais quel procès, je ne sais pas. Ce procès. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai couru au bureau de Philippe. J'ai fouillé les dossiers. Quel procès était-ce? Philippe avait pris des centaines de procès en 40 ans de carrière. J'ai regardé les dossiers des 2 dernières années. 2022, 2023, 2024. Beaucoup de procès. Mais la plupart avaient été gagnés. Un seul avait été perdu. Beaumont Construction contre Mairie de Marseille, 2023. J'ai ouvert le dossier. Beaumont Construction, une grande entreprise de construction. Elle avait postulé pour un appel d'offres, nouveau projet de logement à Marseille. Elle avait perdu l'appel d'offres, avait intenté un procès pour concurrence déloyale. Philippe représentait Beaumont Construction. Le procès avait été vu au tribunal. Des preuves avaient été présentées. Mais elles n'étaient pas suffisantes. Résultat, procès rejeté. Beaumont Construction a perdu. Date, 15 septembre 2023. Rapport d'empoisonnement, 20 septembre 2023. 5 jours plus tard. 5 jours après avoir perdu le procès, Philippe avait commencé à être empoisonné. Il y avait une note dans le dossier, de l'écriture de Philippe, soulignée au stylo rouge. Beaumont très en colère. A menace. Je vais te détruire, a-t-il dit. Fais attention. Beaumont. Gérard Beaumont. J'ai cherché sur Internet. Gérard Beaumont Marseille.
Des résultats sont sortis. Entreprise Beaumont Construction. Propriétaire Gérard Beaumont, 55 ans. Il y avait des photos. Un homme imposant, 1,90 m, 100 kg. Tête chauve, regard dur, visage ridé. Il y avait des nouvelles. Beaumont Construction avait des difficultés financières ces dernières années. Cet appel d'offres était très important, projet de 50 millions d'euros. En le perdant, l'entreprise avait presque fait faillite. Une nouvelle disait, Beaumont Construction licencie 200 ouvriers. Patron Gérard Beaumont, la mairie nous a injustement rejetés. Notre avocat était incompétent. La justice sera rendue. Avocat incompétent. Philippe. Peut-être que Beaumont s'était vengé. Peut-être qu'il avait tué Philippe. Le lendemain, je suis allé au bureau de Beaumont Construction. Au nord de Marseille, dans la zone industrielle, c'était un grand bâtiment. Je suis entré à la réception. La secrétaire a regardé. Bonjour madame. Je voudrais voir Gérard Beaumont. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais c'est très important. Au sujet de Philippe Moreau. La secrétaire a appelé Beaumont. Une courte conversation. Monsieur Beaumont va vous recevoir. 3e étage, bureau 302. Je suis monté par l'ascenseur. J'ai marché dans le couloir. Porte numéro 302. J'ai frappé. Entrez. Je suis entré. Le bureau était grand mais vide. Mur blanc, peu de meubles. Comme si on se préparait à déménager. Derrière le bureau était assis Gérard Beaumont. Il avait l'air plus vieux que sur les photos. Ses cheveux étaient complètement tombés, son visage s'était affaissé. Ses yeux étaient pochés. Il ne s'est pas levé. Asseyez-vous madame, a-t-il dit, d'une voix dure. Merci. Je me suis assise. Je suis Madeleine Moreau, la veuve de Philippe Moreau. Je sais, a dit Beaumont. Mes condoléances. Philippe était un bon avocat. L'avez-vous tué? Ai-je demandé, directement. Le visage de Beaumont n'a pas changé. Il a plissé les yeux. Pardon. Philippe a été empoisonné. Digoxine. Quelqu'un l'a tué lentement. Est-ce vous? Beaumont a frappé sur la table. Bang. La tasse de café a tremblé. Vous êtes folle madame. Vous venez ici et vous m'accusez de meurtre. Philippe a perdu votre procès, ai-je dit calmement. Vous avez fait faillite. Votre entreprise a coulé. Vous avez licencié des ouvriers. Et vous avez accusé Philippe, vous avez dit incompétent. Vous vouliez vous venger. Beaumont s'est levé d'un bond. Il a serré les poings. Oui, je l'ai accusé. Oui, j'ai dit incompétent. Parce que nous aurions pu gagner ce procès. Nous avions des preuves. Mais Philippe a été trop prudent, il n'a pas été agressif, il n'a pas su s'adresser au jury. Nous avons perdu. Et vous vous êtes vengé. Non, a-t-il crié. Je ne me suis pas vengé. Oui, j'étais en colère contre lui. Oui, j'ai téléphoné, j'ai crié, j'ai dit je vais te détruire. Mais c'était juste de la colère. Je n'ai vraiment rien fait. Comment pouvez-vous le prouver? Beaumont a pris une respiration. Il s'est assis. Il a mis ses mains sur ses tempes. Parce que madame, a-t-il dit doucement. Depuis ce procès, je n'ai plus jamais vu Philippe. Je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas écrit, je ne lui ai pas parlé. Je l'ai effacé de ma vie. Pourquoi le tuerais-je? À quoi bon? Il semblait avoir raison. C'était logique. Alors qui d'autre? Ai-je dit. Philippe avait-il d'autres ennemis? Beaumont a réfléchi. Il a regardé par la fenêtre. Je ne sais pas madame. Mais Philippe avait beaucoup changé ces derniers mois. Un jour, c'était en juillet je pense, nous nous sommes croisés dans la rue. J'ai dit, Philippe, comment vas-tu? Il avait l'air très mal. Il a dit, Gérard, parfois les secrets sont trop lourds à porter. Tu ne peux pas les porter, mais tu ne peux pas les lâcher non plus. Tu restes coincé entre les deux et tu disparais. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Puis il est parti. Des secrets. Quand je suis rentré, ma tête était en pagaille. Beaumont ne semblait pas être le meurtrier. Alors qui? Le soir, Laurent a appelé. Maman, comment vas-tu? Je vais bien, ai-je dit froidement. Maman, nous avons parlé durement hier. Je suis désolée. Je sais que tu traverses une période difficile. Mais nous t'aimons. Nous voulons juste t'aider. Aider? J.I. rit. Un rire amer.
Vous me traitez comme si j'étais folle. Maman, nous ne pensons pas ça. Mais tu as perdu papa, tu as appris qu'il avait une maîtresse, maintenant les théories de meurtre, c'est trop pour une personne. Si tu obtiens une aide professionnelle. Tu veux dire un psychiatre? Oui. Dr. Fontaine. Très bon. Tu as rendez-vous demain à 14 heures. Quelque chose s'est brisé en moi. Laurent, je ne viendrai pas à ce rendez-vous. Maman, s'il te plaît. Pour nous. Non. Ma voix tremblait. Je ne suis pas folle, Laurent. Votre père a été assassiné. Et je vais trouver qui l'a fait. Même si vous ne me croyez pas. J'ai raccroché. Et à ce moment-là, quelque chose m'est venu à l'esprit. Laurent et Sophie. Eux aussi pouvaient être suspects. Philippe est mort. Il reste l'héritage. La maison, 1,5 million d'euros de valeur. L'argent à la banque, 300 000 euros. Investissement, actions, 200 000 euros. Total environ 2 millions d'euros. Dans le testament de Philippe, tout me revenait. Mais si je mourais, tout irait aux enfants. Peut-être. Peut-être que Laurent et Sophie avaient d'abord tué leur père. Maintenant ils essayaient de me faire passer pour folle. Ils essayaient de m'envoyer chez un psychiatre. Peut-être que là-bas, ils m'enfermeraient dans un hôpital psychiatrique. Peut-être qu'ils me donneraient des médicaments, m'empoisonneraient. Non. Non, c'est de la folie. Mes propres enfants ne peuvent pas être des meurtriers. Mais, en étais-je sûre? Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. À chaque bruit, je sursautais. Les fenêtres sont-elles verrouillées? La porte est-elle enchaînée? Quelqu'un vient-il? À 3 heures du matin, je suis allée à la cuisine boire de l'eau. J'ai marché dans l'obscurité. J'ai ouvert le réfrigérateur. Et j'ai remarqué. Il y avait quelque chose sur la table de la cuisine. Ce n'était pas là ce matin. Une enveloppe. Une enveloppe blanche. Pas de nom écrit. Avec des mains tremblantes, je l'ai prise. Je l'ai ouverte. Il y avait un papier à l'intérieur. C'était écrit à la main. En lettres majuscules. Madeleine. N'insiste pas. Si tu révèles les secrets de Philippe, tu mourras aussi. Ceci est le dernier avertissement. L'enveloppe est tombée de ma main. Elle est tombée par terre. Quelqu'un était entré dans ma maison. Quelqu'un me menaçait. Le meurtrier savait. Le meurtrier surveillait tout. Comment a-t-il pu entrer dans ma maison sans que je le sache? Qui était-ce? La peur m'a glacé jusqu'aux os. Et maintenant j'étais la cible. J'ai trouvé la lettre de menace le matin à 7 heures. Je n'avais pas dormi de toute façon. Toute la nuit, j'étais restée assise dans le salon, écoutant chaque bruit, regardant chaque ombre. Cette enveloppe blanche sur la table de la cuisine, elle était là dans la lumière du matin. Comme une bombe. Madeleine, n'insiste pas. Si tu révèles les secrets de Philippe, tu mourras aussi. Ceci est le dernier avertissement. J'ai relu la lettre. L'écriture, soignée, pas illisible, écrite en lettres majuscules. Quelqu'un s'était donné du mal, avait réfléchi, avait planifié. Quelqu'un était entré dans ma maison. Comment? La porte était verrouillée, les fenêtres étaient verrouillées. Mais quand même, il était entré. La clé. Qui avait la clé? Moi. Laurent. Sophie. Personne d'autre. Mais non. Mes enfants ne pouvaient pas me menacer. C'était impossible. À 8h30, je suis allée à la police. Encore l'inspecteur Roux. J'ai posé l'enveloppe sur son bureau. Regardez. Lettre de menace. Quelqu'un est entré dans ma maison, a laissé ça. Roux a pris la lettre, l'a lue. Il est devenu sérieux. Cette menace est sérieuse, madame. Comment est-il entré dans votre maison? Je ne sais pas. La serrure n'est pas cassée, la fenêtre n'est pas cassée. Mais quelqu'un est entré. Qui a une clé? Moi, mon fils Laurent, ma fille Sophie. Personne d'autre. Roux a pris des notes. Alors que pensez-vous? Qui pourrait l'avoir envoyé? L'assassin de Philippe, ai-je dit. Parce que j'enquête, il a peur. Rua Supire. Madame Moreau, nous avons discuté de ce sujet. La mort de Philippe est naturelle. Insuffisance cardiaque. Non. J'ai frappé sur la table. Non, ce n'est pas naturel. Il a été empoisonné. Il y a un rapport d'empoisonnement. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Parce que madame, le rapport date de 6 mois. Monsieur Moreau ne s'est pas fait soigner. C'était peut-être un mauvais test. Peut-être qu'il y a une autre explication. Et cette menace? C'est réel, a dit Roux.
Cette menace est réelle et sérieuse. Je vais enquêter là-dessus. Nous allons prendre les empreintes digitales, examiner l'écriture. Mais une enquête pour meurtre. Madame, il faut plus de preuves pour ça. Combien de preuves faut-il? Ai-je crié. Un autre cadavre? Mon cadavre. Roux s'est tu. Il m'a regardé. Il y avait de la pitié dans ses yeux. Et cette pitié m'a mise en colère. Ce regard, pauvre femme, elle a perdu son mari, elle a perdu la tête. Je me suis levée, je suis partie. Roux a dit quelque chose derrière moi, mais je n'ai pas entendu. Quand je suis rentrée, Laurent et Sophie étaient devant la porte. Ils avaient sorti leurs clés, ils allaient entrer. Maman. Où étais-tu? Nous t'appelons depuis ce matin. Nous sommes entrés. Nous sommes passés au salon. Je suis allée à la police, ai-je dit. J'ai montré la lettre de menace. Sophie a pris la lettre, l'a lue. Sa couleur a disparu. Maman, c'est vrai. Oui. Quelqu'un est entré dans ma maison la nuit, a laissé ça. Laurent a pris la lettre des mains de Sophie. Il l'a louée. Ses sourcils se sont froncés. Maman, comment est-il entré? La porte n'était pas verrouillée? Elle était verrouillée. Mais quelqu'un est entré. Il a dû utiliser une clé. Laurent et Sophie se sont regardés. Maman, a dit Laurent lentement. La clé n'est qu'à nous. À moi, à Sophie, à toi. Je sais. Donc. Laurent a hésité. Donc peut-être que tu as écrit cette lettre toi-même. Je suis restée figée. Quoi? Sophie s'est penchée en avant. Maman, écoute. Nous t'aimons. Mais tu es dans un état très fragile en ce moment. Papa est mort, tu as appris qu'il avait une maîtresse, maintenant les théories de meurtre. Peut-être que ta tête est confuse. Vous pensez que j'ai écrit cette lettre moi-même? Ma voix tremblait. Nous ne savons pas, maman, a dit Laurent. Mais il n'y a pas d'autre explication. La porte est verrouillée, la fenêtre est verrouillée, la clé n'est qu'à nous. Personne d'autre que toi ne peut entrer. Je me suis levée d'un bond. Sortez. Sortez de ma maison. Vous me trahissez. Maman. Partez. Et ne revenez plus. Ils sont partis. J'ai claqué la porte. J'ai remarqué que chaque fois que je leur disais quelque chose, mon fils Laurent essayait de me faire passer pour folle. Des choses commençaient lentement à se mettre en place dans ma tête, et mes enfants, et moi, je me suis effondrée par terre. J'ai pleuré. J'ai sangloté. Mes enfants ne me croyaient pas. Mes propres enfants pensaient que j'étais folle. L'après-midi, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus faire confiance à personne. Je ne pouvais faire confiance qu'à moi-même. Je suis allée au bureau de Philippe, le bureau à la maison. J'ai tout fouillé à nouveau. Quel dossier avais-je manqué? J'ai essayé d'ouvrir son ordinateur. Protégé par mot de passe. J'ai essayé plusieurs fois. Date de naissance, date de mariage, nom des enfants. Rien n'a fonctionné. J'ai ouvert le classeur. J'ai ouvert le tiroir du bas. Il y avait de vieux dossiers à l'intérieur. Des années 2000, des années 90. J'ai vu un dossier. Famille Rousseau, 2005. Je l'ai ouvert. Il y avait des documents judiciaires à l'intérieur. Un procès de succession. Résumé, François Rousseau, 67 ans, est décédé en 2004. Il avait 2 enfants, Jacques, 35 ans, et Marie, 32 ans. Le testament était perdu. Les 2 enfants réclamaient l'héritage. Procédure judiciaire, Jacques avait engagé un avocat, Philippe Moreau. Marie n'avait pas pu engager d'avocat, elle n'avait pas d'argent. Philippe avait présenté un testament au tribunal. Le père laisse tout l'héritage à Jacques, disait-il. Marie avait contesté, c'est faux, mon père m'aurait laissé quelque chose aussi. Mais le tribunal n'avait pas accepté. Décision, tout l'héritage donné à Jacques. Marie n'a rien reçu. Il y avait une note dans le dossier, de l'écriture de Philippe, l'encre du stylo était fanée. Marie pourrait avoir raison. Le testament est suspect. Mais Jacques paie bien. Que Dieu me pardonne. Le sang s'est figé dans mes veines. Philippe avait gagné le procès avec de fausses preuves. Et Marie avait tout perdu. J'ai cherché sur Internet, Marie Rousseau Marseille. Le premier résultat était une nouvelle. Marie Rousseau sort de prison après 18 ans. J'ai ouvert l'article. J'ai lu. Marie Rousseau, 50 ans, a été libérée de la prison des Baumettes en août 2023. Rousseau avait été arrêté en 2006 pour vol à main armée, condamné à 18 ans de prison.
Selon les archives judiciaires, Rousseau avait perdu un procès de succession en 2005 et était tombé dans la détresse financière. En sortant de prison, elle a dit aux journalistes « La justice sera rendue un jour, point ». Elle a perdu le procès en 2005. Elle est entrée en prison en 2006. Elle est sortie en août 2023. Le rapport d'empoisonnement de Philippe, septembre 2023. Un mois plus tard. Marie Rousseau. C'était elle. Elle avait tué Philippe. Mais où était-elle? Comment la trouver? Il y avait une photo dans l'article. Prise à sa sortie de prison. Une femme maigre, la cinquantaine, cheveux gris, visage marqué, regard dur. Ses yeux, il y avait de la haine dans ses yeux. Je suis retournée à la police. L'inspecteur Roux en avait assez de moi. Madame Moreau. Je sais qui l'a tué. Ai-je dit. Marie Rousseau. Philippe a gagné son procès en 2005, avec de fausses preuves. Marie a tout perdu, elle est allée en prison, elle y est restée 18 ans. Elle est sortie l'année dernière et a tué Philippe. Rua Ecote. Madame, c'est une accusation sérieuse. Y a-t-il des preuves? Il y a une note dans le dossier de Philippe. De sa propre écriture. Il dit « Le testament est suspect ». Ça ne prouve pas que Marie est la meurtrière. Mais le timing. Marie est sortie en août, Philippe a été empoisonné en septembre. Roux s'est gratté la tête. Madame, je vais regarder. Je vais trouver Marie Rousseau, je vais l'interroger. Mais en ce moment, je n'ai pas assez de preuves pour un mandat d'arrêt. Alors où est-elle? Je ne sais pas. Mais je vais la trouver. Donnez-moi son adresse. Je ne peux pas, madame. Confidentialite. Encore un obstacle. Encore abandonné seul. Mais ce soir-là, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Un numéro que je ne connaissais pas. Madeleine, c'est Céline. Urgent. Retrouvons-nous. Parc Borély, 20h. Très important. Viens seul. C'était un message étrange. Pourquoi le parc? Pourquoi le soir? Mais j'y suis allée. Je n'avais pas d'autre choix. Parc Borély, le plus grand parc de Marseille. 17 hectares de verdure, un lac, des arbres. Le jour, les familles pique-niquent, les enfants jouent. Mais à 20h le soir, c'était sombre et désert. Il y avait quelques joggeurs, c'est tout. J'ai vu Céline près du banc au bord du lac. Assise, elle attendait. Je me suis approchée. Je me suis assise. Céline. Que se passe-t-il? Céline s'est tournée vers moi. Son visage était tendu. Ses yeux avaient peur. Madeleine, je me suis souvenue de quelque chose. Philippe me l'avait dit. Je l'avais oublié, mais ça m'est revenu aujourd'hui. Quoi? Philippe a dit, il y a des années, j'ai détruit la vie d'une femme. J'ai gagné un procès, mais j'ai commis une injustice. J'ai utilisé de faux documents. Cette femme a tout perdu, elle est allée en prison. Maintenant elle est sortie et elle me trouve. J'ai peur, Céline. Elle va me tuer. Mon cœur battait plus vite. Marie Rousseau? Il a dit le nom? Oui, Marie. Il a dit que son nom était Marie. Et il a dit autre chose. Je suis Marie. Je sais où elle travaille. Hôtel du Soleil, femme de ménage. Mais j'ai peur de lui parler. J'ai dit, va à la police. Il a dit, je ne peux pas. Parce que je suis coupable. J'ai utilisé de faux documents. Si je vais à la police, c'est moi qui irai en prison. Hôtel du Soleil. Il y avait un nom. Autre chose. Selina Hezite. Philippe, lors de notre dernière conversation, le 8 mars, il a dit « Marie vient chez moi. » Déguisée en femme de ménage. Madeleine n'est pas au courant. Mais je sais. Elle a accès à mes médicaments. Elle augmente la digoxine. Elle me tue lentement. J'ai dit « Arrête là. » Il a dit « Comment ? Comment vais-je expliquer à Madeleine ? Une femme étrangère vient nettoyer la maison. » Et la semaine suivante, il a eu une crise cardiaque. Tout s'éclaircissait. Marie venait à la maison de Philippe déguisée en femme de ménage. Quand je n'étais pas là, quand j'étais à l'école, aux courses, dehors. Philippe l'avait autorisé, parce qu'il se sentait coupable. Et Marie avait profité de l'occasion, avait augmenté la digoxine. Merci Céline, ai-je dit. Maintenant je vais aller à la police, tout raconter. Mais en me levant, Céline m'a attrapé le bras. Madeleine, fais attention. Marie est dangereuse. Elle pourrait te tuer aussi. Je sais, ai-je dit.
Mais je n'ai plus peur. Yementais. J'avais peur. Très peur. Mais j'allais quand même y aller. Le lendemain matin, je suis allée à l'Hôtel du Soleil. Rue de Rome, dans la vieille ville, c'était un petit hôtel. 2 étoiles, bon marché, vieux. Je suis entrée à la réception. Il y avait un jeune homme. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, je cherche Marie Rousseau. Travaille-t-elle ici? L'homme a regardé les registres. Marie? Oui, femme de ménage. Mais elle ne travaille pas aujourd'hui, elle est en congé. Où habite-t-elle? Désolé, je ne peux pas donner les informations du personnel. Mais à ce moment-là, l'homme a regardé son téléphone, son attention s'est dispersée. J'ai rapidement jeté un œil à la liste du personnel sur le bureau de la réception. J'ai vu Marie Rousseau, appartement 12, 89 rue Saint-Féréol. J'ai mémorisé l'adresse. Je suis sortie. Je suis allée rue Saint-Féréol. Numéro 89, un vieil immeuble. Peinture écaillée, porte pourrie. Je suis entrée. Pas d'ascenseur. J'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage. Appartement 12. Porte en chêne, vieille, rayée. Ma main tremblait. J'ai frappé à la porte. Des bruits sont venus de l'intérieur. Des pas. Puis la porte s'est ouverte. Une femme est apparue. La cinquantaine, mais elle paraissait plus vieille. Cheveux gris, visage ridé, mains calleuses. Elle portait un vieux t-shirt, un pantalon usé. Mais ses yeux me transperçaient. Guars, profonds, encolere. Oui, dit-elle. Sa voix était rauque. Marie Rousseau? Qui demande? J'ai pris une respiration. Je suis Madeleine Moreau, la femme de Philippe Moreau, sa veuve. Le visage de Marie a changé. D'abord la surprise. Puis la colère. Puis, un sourire. Un sourire froid, amer. La femme de Philippe, dit-elle. Ah. Donc tu es venue. Je t'attendais. Pouvons-nous parler? Marie a ouvert la porte complètement. Entre. Je suis entrée. L'appartement était très petit. Une seule pièce, coin cuisine, une porte de salle de bain. Presque pas de meubles, un lit, une chaise, une table. Rien au mur. Assieds-toi, dit Marie. Elle a montré la chaise. Je me suis assise. Marie s'est assise au bord du lit. Il y a eu un long silence. Tu sais, n'est-ce pas? Dit finalement Marie. Quoi est-ce que je sais? Que je l'ai tué. Philippe. J'étais choquée. Elle avouait. Si directement, si facilement. Oui, ai-je dit. Je sais. Digoxine. Tu l'ajoutais à ses médicaments. Marie a hoché la tête. Oui. Pendant 3 mois. Chaque semaine, j'allais chez lui, je disais, je suis femme de ménage. Quand tu n'étais pas là. Philippe savait qui j'étais mais il ne pouvait rien faire. Il se sentait coupable. Marie, s'il te plaît, je suis désolé, disait-il. Mais les excuses ne suffisent pas. Il a volé 18 ans de ma vie. Alors j'ai pris sa vie. Mais pourquoi? Ai-je dit. Pourquoi après 18 ans? Pourquoi maintenant? Marie s'est levée. Elle est allée à la fenêtre. Elle a regardé dehors. Parce qu'en prison pendant 18 ans. 18 ans chaque jour, chaque nuit, j'ai pensé à une seule chose, la vengeance. Philippe Moreau a détruit ma vie. L'héritage de mon père me revenait aussi. Mais il a fabriqué un faux testament, l'a présenté au tribunal, j'ai perdu. Puis je n'avais plus d'argent, plus de travail, plus de nourriture. J'avais faim. J'étais désespérée. Un jour, j'ai essayé de voler un supermarché. J'ai été attrapée. J'ai pris 18 ans. Elle s'est retournée, m'a regardée. 18 ans en cellule. Detroit, Freud, Sale. Chaque jour des coups, chaque jour de l'humiliation. Et chaque nuit je voyais le visage de Philippe. Ieveiste truire medisaisie. Si je sors, je vais te trouver, je vais te tuer. Et tu es sorti. Oui. Août 2023. J'étais libre. Mais libre pourquoi? Pas d'argent, pas de maison, pas d'amis. Il n'y avait qu'une chose, mon plan de vengeance. Et tu as trouvé Philippe. C'était facile. Sur Internet, il travaillait toujours comme avocat. J'ai trouvé son adresse. J'ai trouvé sa maison. Je t'ai vu. Je l'ai vu. Il menait une vie heureuse. Riche, comfortable. Avec l'argent qu'il m'avait volé.
Marie s'est approchée de la table. Elle a ouvert le tiroir. Elle a sorti quelque chose. Un pistolet. Elle l'a tenu dans sa main. Elle ne l'a pas pointé vers moi. Elle l'a juste tenu. Et aujourd'hui, dit Marie, tu es venue. La femme de Philippe. Tu m'as trouvé. Tu as probablement appelé la police. Mon cœur battait comme un fou. Non. Je n'ai pas appelé la police. Tu mens. Je ne mens pas. J'ai dit à la police, mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de preuves. Maria Suri. Proves. Oui. J'ai été très prudente. Je n'ai laissé aucune trace. J'ai travaillé avec des gants. Je n'ai pas acheté la digoxine en pharmacie, je l'ai achetée sur Internet. Pas de traces. Alors pourquoi m'avoues-tu? Marie a posé le pistolet sur la table. Elle m'a regardé. Parce que Madeleine, tu es inocente. Tu ne savais pas ce que Philippe avait fait. Tu n'étais qu'une épouse, une mère. Ma dispute n'était pas avec toi. C'était seulement avec Philippe. Mais tu m'as envoyé une lettre de menace. Oui. Parce que tu enquêtais. Tu trouvais la vérité. Je voulais t'arrêter. Mais tu ne t'es pas arrêté. Je ne m'arrêterai pas, ai-je dit. Philippe a fait quelque chose de mal, oui. Mais tu n'avais pas le droit de le tuer. Je n'avais pas le droit. La voix de Marie s'est élevée. Il a pris 18 ans de ma vie. 18 ans. Tu aurais dû aller à la police. Aller au tribunal. J'y suis allée. Cria Marie. J'y suis allée en 2006. J'ai contesté. J'ai dit, le testament est faux. Mais personne ne m'a écouté. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de preuves. Et moi, j'ai perdu la tête. J'ai essayé de voler un supermarché. Je suis allée en prison. Elle pleurait maintenant. Tu ne comprends pas, Madeleine. Tu as vécu dans une maison riche. Tu as eu une vie confortable. Mais moi, j'ai vécu l'enfer. Maintenant Philippe est mort. La justice a enfin été rendue. Non, Marie, ai-je dit. Ce n'est pas la justice. La justice se fait au tribunal. Tu es une meurtrière maintenant. Marie a repris le pistolet. Et l'a pointé vers moi. Madeleine, je suis désolée. Mais tu sais trop de choses. Tu vas le dire à la police. Je ne peux pas retourner en prison. Je ne peux pas y retourner une fois de plus. Je me suis levée. Mes mains en l'air. Marie, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Va, dit Marie. Va maintenant. Cours. Va à la police. Dis-leur. Mais je ne serai pas là. Je vais m'enfuir. Et tu ne me retrouveras plus jamais. J'ai marché vers la porte. À reculons. Mes yeux sur Marie. J'ai atteint la porte. Je l'ai ouverte. Je suis sortie dans le couloir. Marie tenait toujours le pistolet. Madeleine, dit-elle une dernière fois. Philippe t'aimait. Sache-le. Il me l'avait dit. Madeleine est une bonne femme, je ne la mérite pas, disait-il. Puis elle a fermé la porte. J'ai couru. Dans les escaliers, dans la rue, au loin. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé le 112. Police. Urgent. 89 rue Saint-Féréol, appartement 12. Il y a une meurtrière. Marie Rousseau. Armée. 10 minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont encerclé le bâtiment. Mais c'était trop tard. Marie était partie. L'appartement était vide. Les meubles étaient là, mais Marie n'y était pas. Elle s'était échappée par la fenêtre arrière. Par l'échelle de secours. L'inspecteur Roux est venu. Madame Moreau, allez-vous bien? Je vais bien. Mais Marie s'est enfuie. Nous la trouverons. Nous avons lancé un APB. Elle est recherchée dans toute la France. Mais il y avait quelque chose en moi. Les derniers mots de Marie. Philippe t'aimait. Peut-être que Philippe regrettait vraiment. Peut-être qu'il voulait vraiment s'excuser. Mais c'était trop tard maintenant. Et Marie. Marie était toujours libre. Et dans ses yeux, il n'y avait que la vengeance, elle était consumée par cette situation, cela lui faisait beaucoup de mal. Oui, chers spectateurs, parfois dans la vie, pour la vengeance, vos yeux ne voient rien et vous allez très loin, mais la vérité c'est que même si tu es un meurtrier, tu te consoles encore pour te justifier, alors que tu sais toi-même que ce que tu as fait était mal. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Près m'être échappé de l'appartement de Marie, je ne suis pas sortie de chez moi pendant 3 jours. Porte verrouillée, fenêtre verrouillée, rideau fermé. La police appelait tous les jours. Madame Moreau, nous n'avons pas trouvé Marie Rousseau. Mais nous cherchons, nous la trouverons.
Mais je savais. Marie était intelligente. Elle avait survécu 18 ans en prison. Elle savait aussi comment s'échapper. Et peut-être qu'elle reviendrait. Pour me tuer. Parce que j'étais le seul témoin. J'avais entendu les aveux de Marie. Je l'avais dit à la police. Si Marie était attrapée, elle passerait le reste de sa vie en prison. Si elle me tuait, il n'y aurait plus de témoins. Chaque nuit, je ne pouvais pas dormir. À chaque bruit, je me réveillais. Quelqu'un vient-il par la fenêtre? Quelqu'un entre-t-il par la porte? Laurent et Sophie appelaient tous les jours. Maman, s'il te plaît. Viens chez nous. Ne reste pas seule. Non, insistais-je. Je vais bien. Mais je n'allais pas bien. J'avais peur. Très peur. Mais je ne pouvais pas y aller, j'essayais de me battre seule. Chaque nuit se passait avec la peur, mes yeux sur la fenêtre, sur la porte, j'étais sur le point de perdre la tête. Un jour, jeudi soir, à 20h47, mon téléphone a sonné. Celine. Madeline. Écoute-moi. J'ai vu Marie. Mon cœur battait plus vite. Où? Vieux-Port. Au port. Elle se cache sur un bateau. Je l'ai reconnue, je l'ai suivie. Mais elle pourrait s'échapper avant que la police arrive. Viens vite, allons-y ensemble. Céline attend, appelle la police toi. Pas de temps. Viens tout de suite. Le téléphone a été coupé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé ma veste, je suis sortie. 5 minutes plus tard, la voiture de Céline est arrivée. Je suis montée. Où l'as-tu vue? Ai-je demandé. Au port, au quai du fond. Un petit bateau. Marie est là, je l'ai vue. Céline a appuyé sur l'accélérateur. Elle conduisait vite. Mais quelque chose était bizarre. La voix de Céline, elle était différente de la normale. Plus dure, plus froide. Céline, ça va? Ça va, dit-elle. Mais ses yeux étaient devant, elle ne me regardait pas. Nous sommes arrivés au Vieux-Port. Mais Céline n'est pas entrée au port. Elle a tourné par une route latérale. Elle est entrée dans une rue déserte. Céline, où allons-nous? Le port c'est par là. Céline n'a pas répondu. Elle a continué à conduire. Elle est arrivée à un terrain vague. Bord de mer, mais personne. C'était sombre. Elle s'est garée. Elle a coupé le moteur. Et elle s'est tournée vers moi. Son visage avait changé. Ce n'était plus cette Céline douce et effrayée. Ses yeux étaient froids, durs. Madeleine, dit-elle doucement. Marie n'est pas au port. Quelque chose s'est brisé en moi. Quoi? Céline a sorti quelque chose de sa poche. Metallique. Brilliant. Un pistolet. Elle l'a pointé vers moi. Marie n'existe pas, Madeleine. Parce que je ne l'ai pas cherché. C'est toi qui m'as cherché. Mais je suis du côté de Marie. Le sang s'est figé dans mes veines. Que dis-tu? Marie et moi sommes associés, Madeleine. Depuis 2 ans. Quand Marie est sortie de prison, elle m'a trouvée. Elle a dit, je veux tuer Philippe Moreau. Mais je dois être proche de lui. M'aideras-tu? J'ai accepté. Parce que Marie m'a promis 50 000 euros. Je ne pouvais pas respirer. Mais toi, tu aimais Philippe. Céline a ri. Un rire amer, froid. Je ne l'aimais pas, Madeleine. J'étais une actrice. J'ai joué un rôle. Marie a dit, approche-toi de Philippe, deviens sa maîtresse, apprends ses secrets. Je l'ai fait. Philippe est tombé amoureux de moi. Il m'a tout raconté. Où il vivait, quand il était à la maison, où il cachait ses médicaments. Et Marie. Marie a ajouté la digoxine. Chaque semaine. Il est mort lentement. Tu es aussi une meurtrière. Oui, dit Céline simplement. Je suis aussi une meurtrière. Et maintenant tu sais trop de choses, Madeleine. Tu as dit à la police. Tu as parlé de Marie. Si Marie est attrapée, elle me dénoncera aussi. Alors tu dois mourir. Son doigt est allé sur la gâchette. J'ai attrapé la poignée de la porte, j'ai essayé de tirer. Elle était verrouillée. Ça ne s'ouvre pas, dit Céline. Sécurité enfant. Tu ne peux pas t'échapper. Céline, s'il te plaît. Ma voix tremblait. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolée, Madeleine. Tu es une bonne femme. Mais c'est le travail. J'ai fermé les yeux. Mes dernières secondes. Et à ce moment-là, un son est venu. Fort, Igu. Sirene. Sirène de police. Céline a tourné la tête, a regardé derrière.
Des lumières bleu-rouge arrivaient. Non, cria Céline. Elle a essayé de démarrer la voiture. Le moteur a calé. Les voitures de police sont arrivées, ont encerclé. Les lumières ont éclairé l'intérieur de la voiture. Une voix de mégaphone, Céline Dubois. Sortez de la voiture. Les mains en l'air. Céline a pointé le pistolet vers moi à nouveau. Toi. Tu as appelé la police. Je n'ai pas appelé, ai-je dit. Je le jure. Les voitures de police se sont approchées. Les portes se sont ouvertes. L'inspecteur Roux est apparu, avec un mégaphone. Céline. Lâche l'arme. Pas de victime. Lâche juste l'arme. La main de Céline tremblait. Le pistolet vers moi, vers la police, encore vers moi. Comment avez-vous trouvé? Cria-t-elle. Roux n'a pas répondu. Mais à ce moment-là, une autre voix est venue. Une voix familière. Maman. Maman. Laurent. Mon fils se tenait à côté de la voiture de police. Laurent. Céline était surprise. Roux a parlé dans le mégaphone, Laurent Moreau a appelé sa mère. Céline a emmené maman, mais c'est bizarre, Céline n'est pas digne de confiance, a-t-il dit. Nous vous avons immédiatement suivi. Laurent. Il m'avait sauvé. Céline a laissé tomber le pistolet. Elle a levé les mains. D'accord. D'accord, je me rends. Les policiers se sont approchés. Ils ont sorti Céline de la voiture, l'ont menottée. Ils m'ont aussi fait sortir. Laurent a couru, m'a enlacé. Maman. Vas-tu bien? T'as-t-elle blessé? Je vais bien mon fils, ai-je dit. Je pleurai. Je vais bien. Sophie est aussi venue. Elle m'a aussi enlacé. Maman, nous avons eu tellement peur. Quand tu as dit au téléphone que tu allais avec Céline, Laurent a dit, c'est bizarre. Pourquoi Céline emmènerait-elle maman? Avons-nous dit. Nous avons appelé la police. Nous nous sommes enlacés tous les trois. Longtemps, très longtemps. L'inspecteur Roux s'est approché de nous. Madame Moreau, nous devons vous emmener au commissariat. Vous devez faire une déposition. Nous sommes allés au commissariat. J'ai fait une déposition pendant des heures. J'ai tout raconté. Et Céline a aussi raconté. Elle a avoué. Comment elle a rencontré Marie, comment elles ont planifié, comment elles ont tué Philippe. Marie m'a donné 50 000 €, a dit Céline. Je le méritais. Parce que j'ai été sa maîtresse pendant 2 ans. J'ai été avec un homme dégoûtant. Philippe n'était pas dégoûtant, ai-je dit. Peut-être pas pour toi, a dit Céline froidement. Mais pour moi, il était dégoûtant. Un vieil homme, malade, qui pleurait tout le temps. J'aime Madeleine, mais je t'aime aussi, disait-il. Il était hypocrite. Alors où est Marie? A demandé Roux. Céline n'a d'abord pas répondu. Puis, à Lyon, a-t-elle dit. Elle se cache chez un ami. Je vais donner l'adresse, mais ma peine sera réduite, n'est-ce pas? Roux a pris des notes. Donne l'adresse, nous parlerons avec le procureur. Céline a donné l'adresse. Cette nuit-là, la police de Lyon a fait une descente dans la maison où Marie se cachait. Marie a resist. Elle a sorti une arme. Mais elle a été attrapée. Elle a été amenée à Marseille. Elle a été arrêtée. Et le procès a commencé. J'ai un peu été soulagée, mais les moments tournaient encore dans ma tête, je n'avais plus peur comme avant, j'avais été sauvée et Philippe aussi avec moi. Il a duré 6 mois. 6 mois longs, fatigants. Marie et Céline ont été jugées pour meurtre, complot de meurtre, menace avec arme. J'étais le témoin principal. J'ai tout raconté au tribunal. Marie a dit dans sa défense, oui, j'ai tué Philippe Moreau. Mais il a d'abord tué ma vie. Il a volé 18 ans de ma vie. Je cherchais juste justice. Le procureur a répondu, la justice se cherche au tribunal, pas par la vengeance. Vous êtes une meurtrière, Madame Rousseau. Céline a dit dans sa défense, je ne connaissais pas Marie. Elle m'a trompée. J'étais juste la maîtresse de Philippe. Mais les preuves étaient là. Relevé bancaire, transfert de 50 000 € de Marie à Céline. Relevé téléphonique, des centaines de conversations. Message, le plan fonctionne, Philippe s'affaiblit. Le jury a délibéré pendant 3 jours. Résultat, toutes les 2 coupables. Marie Rousseau, meurtre au 1er degré. 25 ans de prison, pas de libération conditionnelle. Céline Dubois, complot de meurtre, aide et complicité. 20 ans de prison. Quand la décision a été lue, Marie est restée silencieuse. Elle a juste baissé la tête.
Mais Céline pleurait. Ce n'est pas juste. Je voulais juste de l'argent. En sortant du tribunal, Marie m'a regardée. Elle était menottée, 2 policiers la tenaient. Madeleine, dit-elle. Je me suis arrêtée. Je l'ai regardée. Je suis désolée, dit Marie. Tu étais innocente. Tu ne savais rien. Mais Philippe était coupable. Il a volé 18 ans de ma vie. Alors j'ai pris sa vie. Est-ce égal? Je ne sais pas. Mais ma conscience est tranquille. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Les policiers ont emmené Marie. Et ce jour-là, dehors du palais de justice, Laurent et Sophie attendaient. Maman, c'est fini. Tout est fini maintenant. Nous nous sommes enlacés. Les enfants, ai-je dit. Je suis très en colère contre vous. Vous ne m'avez pas cru. Vous m'avez prise pour folle, point. Laurent a baissé la tête. Nous le savons, maman. Et nous sommes tellement désolés. Mais nous ne voulions pas penser comme ça de papa. Nous pensions que papa était un homme bien. C'était un homme bien, ai-je dit. Mais il avait des erreurs. De très grandes erreurs. Il a utilisé de faux documents, il a détruit la vie d'une femme. Il m'a trompée, il a eu une maîtresse. Mais il avait aussi de bons côtés. Il vous aimait, il me traitait bien, la plupart du temps. Les humains sont complexes, les enfants. Ils ne sont pas complètement bons ou complètement mauvais. Sophie pleure. Maman, nous t'avons abandonné. Dans ton moment le plus difficile. Oui, vous m'avez abandonné, ai-je dit. Mais ensuite je les ai à nouveau enlacés. Mais maintenant vous êtes là. Maintenant vous croyez. Et c'est suffisant. Depuis ce jour, ma vie a changé. La maison était silencieuse maintenant. Philippe n'était plus là. Mais je n'étais plus seule non plus. Laurent et Sophie venaient chaque semaine. Mes petits-enfants venaient, la fille de Sophie, Amélie, maintenant 4 ans, elle avait grandi, une fille douce. Un jour, en nettoyant le bureau de Philippe, j'ai trouvé une enveloppe. Une vieille enveloppe, de l'écriture de Philippe, Madeleine, si je meurs, ouvre. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait une lettre à l'intérieur. Chère Madeleine. Si tu lis cette lettre, cela veut dire que je suis mort. Et probablement que Marie Rousseau m'a tué. Oui, je sais qui essaie de me tuer. Marie. Parce qu'en 2005, je lui ai fait une injustice. J'ai utilisé un faux testament, j'ai gagné le procès. Marie a tout perdu. Je suis coupable. En 2023, quand Marie est sortie de prison, elle m'a trouvé. Je vais me venger, a-t-elle dit. J'avais peur. J'allais aller à la police, mais je ne pouvais pas. Parce que j'ai utilisé de fausses preuves, je suis aussi coupable. Puis l'empoisonnement à la digoxine a commencé. J'ai compris. Marie me to 8. L'entertainment. J'aurais pu l'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que Madeleine, je le méritais. J'ai détruit la vie de Marie. Maintenant elle détruit ma vie. C'est juste. Mais toi Madeleine, tu es innocente. Tu ne savais rien. S'il te plaît ne te blâme pas. Tu as été une bonne épouse, une bonne mère, une bonne personne. Pardonne-moi. Je t'ai menti, maîtresse, faux documents, secret. Mais sache que je t'ai toujours aimé. Toujours. Adieu mon amour. Philippe. J'ai lu la lettre. Mes larmes sont tombées sur le papier. Philippe savait. Il savait tout. Et il avait accepté. Il avait accepté sa mort. Peut-être que c'était aussi une réponse. Peut-être que Philippe regrettait vraiment. Aujourd'hui, décembre 2025, j'ai 68 ans. Philippe est mort il y a 9 mois. Marie et Céline purgent leur peine de prison. Et moi, je suis vivante. Je suis libre. J'ai trouvé la vérité. Mais je sais que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de chaque femme qui reste seule, de chaque personne trahie, de chaque personne qui se bat. Maintenant, vous chers spectateurs, si cette histoire vous a appris quelque chose, j'ai une demande. Likez cette vidéo. Parce que ce n'est pas juste une histoire, c'est une leçon. La vérité finit toujours par sortir. Et si personne ne vous croit, croyez en vous-même. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de grand-mère. Parce que je vais raconter plus d'histoires. Des histoires vraies. Des histoires de vie. Des histoires de trahison, des histoires de victoire. Et écrivez dans les commentaires s'il vous plaît, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Personne ne vous a cru? Mais vous vous êtes quand même battu? Écrivez, partagez. Parce qu'en écoutant les histoires les uns des autres, nous nous donnons de la force. Je suis Madeleine, 68 ans, de Marseille. Mon mari Philippe m'a menti pendant 42 ans.
Il a eu une maîtresse, utilisé de faux documents, caché des secrets. Puis il a été assassiné. Et personne ne m'a cru, même pas mes enfants. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai enquêté, je me suis battue, j'ai trouvé la vérité. Et aujourd'hui, Marie Rousseau et Céline Dubois sont en prison. La justice a été rendue. Mais le plus important, c'est que j'ai gagné. J'ai prouvé à moi-même, à mes enfants, au monde, je ne suis pas folle. J'avais raison. Et si vous aussi vous êtes seul en ce moment, si personne ne vous croit, sachez ceci, la vérité finit toujours par sortir. N'abandonnez simplement pas, continuez simplement à vous battre. Parce qu'à la fin, c'est vous qui gagnerez. Je suis Madeleine. Et c'est mon histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous protège tous. Au revoir, et que la vérité vous libère.